Quand on est cadre, c'est pas toujours facile de sortir du cadre. Grâce à son réseau de 15 000 employeurs, Cadre Emploi donne accès chaque mois à plus de 35 000 offres d'emploi dédiées aux cadres. De quoi donner la chance de changer de cadre à tous les cadres qui ne peuvent plus encadrer leur job. Ça fait beaucoup de cadres en une seule phrase. Devenez le cadre que vous voulez être sur cadreemploi.fr. Les podcasts du Figaro. Cagnac-les-Mines, 16 décembre 2020, 4h50 du matin. Cédric Jubillard appelle le 17. Sa femme a disparu. Sur place, les gendarmes découvrent un mari en pyjama, particulièrement inquiet. Tout est en désordre. Il y a des biberons sales dans l'évier et des sous-vêtements éparpillés sur la table de la salle à manger. Cédric vient de lancer une machine à laver. Et à l'intérieur, il y a une couette. La couette dans laquelle sa femme disparue a passé sa dernière nuit. Enquête ouverte pour enlèvement et séquestration. Delphine Jubillard. Delphine Jubillard. La gendarmerie du Tarn a lancé hier soir un appel à la mobilisation. Delphine Jubillard. Toujours aucune trace de l'infirmière de 33 ans. Demain, donc, une battue est organisée. Il y a des gens qui arrivent de partout, de Paris, de partout, et ils viennent. Delphine Jubillard. Une disparition qui ne saurait être considérée comme volontaire. Delphine Jubillard. Qu'est-ce qui a pu t'arriver cette nuit-là ? Cédric Jubillard va être jugé. Non, elle m'a dit, donc j'ai pété les plombs, je m'en suis débarrassé. Cherchez dans Cagnac, je sais pas ce que vous allez chercher. On a été 5000. Monsieur Jubillard, avec son avocat, conteste. C'est une enquête qui a été menée avec le préalable que Cédric Jubillard était certainement le coupable. L'enquête dans la disparition de Delphine Jubillard se poursuit. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillard disparaît. 4 ans plus tard, toute la France connaît son visage, mais son corps, lui, reste introuvable. Pas de corps, pas de témoins, pas de scène de crime. Épisode 4. Cédric Jubillard, l'arrogance coupable. Les papiers d'identité et le porte-monnaie de Delphine sont retrouvés dans son sac à main. Seul son téléphone est manquant. Il borne dans un rayon de 2 km autour du domicile des Jubillards. Immédiatement, un dispositif de recherche est mis en place à Cagnac et dans ses environs. Les enquêteurs passent la maison et la voiture des Jubillards au Blue Star, un produit qui révèle les traces de sang. Ils trouvent aussi des traces de condensation sur les vitres de la voiture. Et celle-ci est orientée dans le sens inverse de celui dans lequel Delphine avait l'habitude de se garer. Soudain, un objet attire leur attention. Une paire de lunettes sur la table de la cuisine. La monture est brisée à 2 endroits et il manque un verre et une branche. Mais Delphine, elle, reste introuvable. Le soir même, Cédric Jubillard fait ses valises. Il décide d'aller chez sa mère avec ses 2 enfants. Il n'a pas l'air d'attendre le retour de sa femme. Quelques jours plus tard, une battue est organisée à Cagnac. La famille et les amis de Delphine sont là. Quand on a une disparition de personne... Général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle. Très rapidement, on a un élan qui fait qu'on va faire des battues pour essayer de rechercher. Est-ce qu'elle est tombée ? Est-ce qu'elle est blessée quelque part ? La difficulté, c'est que quand nous avons des battues spontanées, il est difficile de répertorier après sur une carte toutes les zones qui ont été explorées. Comment elles l'ont été et par qui ? Tout est fouillé, décortiqué, analysé des souterrains aux canalisations. Près d'1 millier de volontaires aident les 70 militaires qui cherchent Delphine en vain. La caractéristique de la région est très compliquée. Certes, il y a un relief qui est un peu tourmenté, mais au-delà de ça, Cagnac-les-Mines
il y a Carnot à côté, il y a des dizaines de kilomètres de galeries de mines, mais aussi ce que l'on appelle des descenderies ou des puits d'air. C'est-à-dire ce sont des trous qui sont au-dessus des galeries, de façon à ce que l'air puisse alimenter l'ensemble des galeries pour éviter les coups de grisou, etc., etc. Ce qui fait que c'est un gruyère phénoménal. Donc, trouver encore dans une zone aussi vaste, aussi étendue, où il y a de quoi le cacher tous les 50 mètres sans qu'on puisse le retrouver, et quand on a une descenderie ou un puits ou un accès air, ce sont des dizaines de mètres, voire des centaines de mètres qui vont dans le sous-sol. Alors, de là, aller explorer tout ça, c'est vraiment quelque chose de quasi impossible. Cédric propose des endroits où chercher. Le cimetière de Técou, où est enterrée la mère de Delphine. Ou un puits, car ce serait, selon lui, facile d'y jeter un corps. Quand on y réfléchit bien, c'est une hypothèse qui se tient. Quel est l'endroit où on n'irait pas chercher un corps ? Un cimetière, étant donné qu'il n'y a que des corps tout autour. Il était tout à fait normal de se poser cette question. Le cimetière n'est pas très loin. Il y a des possibilités. Il ne faut pas oublier le métier du mari plaquiste. Donc, je sais manipuler la truelle, des charges lourdes, etc. Et quelles tombes ont été ciblées ? Je suis persuadé que les tombes qui ont été ciblées, ce sont celles pour lesquelles on a pu voir que le sertissage de la plaque permet de descendre les cercueils était très récent. Vérification que sur cela, bien, on n'avait pas mis un corps en plus qui serait passé sous les radars, si je peux dire. Interrogé par les gendarmes, Cédric essaie d'expliquer la disparition de sa femme. Peut-être un départ en Syrie ou une fugue. Puis, il parle de la liaison de Delphine. Peut-être que la femme de l'amant était au courant et qu'elle aurait voulu se venger. En effet, la veille de sa disparition, Delphine a échangé plusieurs messages avec l'épouse de son amant qui venait d'apprendre que son mari l'a trompée. Par respect pour les 10 années d'amour et l'enfant qui en est le fruit, ne poursuivez pas maintenant votre aventure. Laissez-moi encaisser les premiers coups avant de m'en donner d'autres. Mais la nuit de la disparition, le téléphone de cette femme borne à plus de 80 km de Cagnac-les-Mines. Elle assure avoir passé la nuit chez elle, ce que confirme son mari, l'amant de Delphine. De son côté, Cédric assure aux enquêteurs que la séparation entre Delphine et lui se passait bien. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Il pleure. Il est devant moi, il pleure, à très très grosses larmes. Anne, une amie proche du couple au micro de France 2, au sujet du divorce. Il pleure, il me dit qu'il l'aime, qu'il veut pas la perdre. Il me dit qu'il va finir les travaux de la maison. Mais voilà, et il finit la conversation avec des yeux tout secs en me disant mais si elle a un amant, je la lui ferai à l'envers. Je sais pas ce que c'est cette parole-là à ce moment-là. Déjà avant la disparition, vu les tensions et tout, plusieurs fois on l'a entendu dire lui à sa mère, oui je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce. Une source anonyme au micro de France Bleu. Donc déjà il savait qu'il allait tout perdre, il savait qu'il allait devoir recommencer de tout le début. Pour lui Delphine c'était elle le pilier, c'était elle qui faisait tout, il avait tout grâce à elle, donc du jour au lendemain se voir perdre tout, ça peut rendre fou un homme. Nous avons tenté d'entrer en contact avec la famille de Delphine, mais il se trouve que la famille de Delphine, globalement, voulait se tenir à l'écart de toute médiatisation. Esther Paolini, journaliste au Figaro. Donc nous avons respecté le choix, évidemment, des personnes qui ne voulaient pas parler. Et nous avons pu nous entretenir avec le cousin de Delphine, qui s'appelle Davy, qui nous a un peu raconté les coulisses de comment il a rencontré Cédric et qu'est-ce qu'il en a tout de suite pensé. Et en l'occurrence, il n'a jamais eu une bonne image de Cédric. Et nous avons réussi à créer un lien de confiance avec lui, donc il a fini par nous raconter un petit peu des scènes de l'intérieur. Et on se souvient notamment qu'il nous avait raconté qu'après la disparition, la maison des Jubières avait été fouillée et Cédric, craignant d'être suspecté, s'était mis à genoux en pleurs devant Davy, en clamant son innocence et en le suppliant de le croire. Et il nous avait confié à ce moment-là qu'il avait tout de suite trouvé que ça sonnait faux. En janvier 2021, un mois après la disparition de sa belle-fille, la mère de Cédric sous-entend qu'il aurait pu tuer sa femme pour garder la maison. Selon elle, son fils aurait pu péter les plombs et faire une très grosse bêtise.
Elle va même jusqu'à dire aux gendarmes que c'est un homme lâche et impulsif. Leur fils, Louis, 6 ans, raconte aux gendarmes la nuit où sa mère a disparu. À sa première audition, il dit qu'il n'a pas vu ses parents se disputer, mais il change de version 1 an après. Ses parents étaient en fait énervés et violents l'un envers l'autre. Les voisins, eux, auraient entendu 3 cris de femmes dans la nuit. Cédric Jubillard est placé sur écoute. Au téléphone, il parle très peu de Delphine. Et quand il le fait, il ne dit jamais « ma femme ». Les mots sont scrutés par des psychologues criminologues, notamment le département des sciences du département du service central de renseignement criminel de la gendarmerie. Tout est passé au crible parce qu'il y a les mots que l'on dit et ceux que l'on ne dit pas, que l'on a peur de dire, parce qu'ils représentent quelque chose. Reprocher à Cédric Jubillard de dire Delphine et non pas ma femme, je resterai très prudent là-dessus. Parce que, en instance de divorce, donc quand ça ne va pas, eh bien, le fait de dire ma femme n'est pas forcément le premier mot qui viendrait à l'esprit. En revanche, le fait qu'il appelle Delphine n'est pas choquant non plus. 2 semaines après la disparition de Delphine, Cédric fête le nouvel an chez une collègue de sa mère, avec ses enfants et son beau-père, comme si de rien n'était. Il se met à voir d'autres femmes et rencontre Séverine, une aide à domicile. Il s'affiche avec elle sur Facebook, ses proches n'en reviennent pas, il est déjà passé à autre chose. Un jour, au téléphone avec sa demi-sœur, il dit avoir commis le crime parfait. Aveu ou provocation. Pour les juges d'instruction, tous ces éléments constituent des indices graves et concordants. 6 mois après la disparition de sa femme et sans corps retrouvé, Cédric est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Le 16 décembre dernier, à 4h09 très précisément, le procureur de la République de Toulouse, 18 juin 2021. Le centre opérationnel de gendarmerie du Tarn était avisé par un coup de téléphone de M. Cédric Jubillard du fait qu'il avait constaté la disparition de son épouse. Delphine Osguel, épouse Jubillard, était donc une mère de famille, une infirmière qui adorait son métier, était très appréciée par ses collègues, ils l'ont encore manifesté récemment, qui avait des amis, des proches qui la soutenaient, qui adoraient ses enfants, et n'avait strictement aucune raison, alors qu'elle préparait les fêtes de Noël et qu'il n'y avait aucun problème de ce point de vue-là, de disparaître, et notamment en abandonnant ses enfants. La thèse de la chute ou de l'accident a été évacuée. Monsieur Jubillard a fourni des explications qui ont été pour le moins évolutives, pour ne pas dire contradictoires, y compris entre elles, infirmées parfois par des témoignages ou des éléments scientifiques et objectifs qui ont été établis et sont versés au dossier, et même par des mensonges, puisque lui-même a évolué, y compris au cours de sa garde à vue, sur plusieurs points et dans différentes déclarations, tout en continuant, je le répète, à contester les faits qui lui sont imputés aujourd'hui. Cédric est incarcéré à la prison de Seyss. Il fait appel à 3 avocats, Jean-Baptiste Allary, Emmanuel Franck et Alexandre Martin. Ma première rencontre avec Cédric Jubillard intervient au mois de juin 2021. Maître Emmanuel Franck, avocate de Cédric Jubillard. Il a été mis en examen et incarcéré depuis quelques jours, peut-être une semaine au plus. Et par l'entremise de Jean-Baptiste Allary, qui est son avocat initial, il nous a désignés et nous allons donc, avec mon associé Alexandre Martin, le voir à la maison d'arrêt de Seyss. Il est déjà au quartier d'isolement. Et un premier contact qui, de mémoire, est très détonnant. C'est-à-dire que j'ai face à moi un petit garçon immature, en fait, qui comprend pas trop ce qu'il fait là, enfin, a à peu près compris, mais surtout est extrêmement confiant, et je crois que c'est ce que je retiens de ce premier entretien. Il n'a de cesse de répéter, mais de toute façon, j'ai rien fait. On avait l'impression que pour lui, il était là en transit. À la fois, il comprenait qu'il était le suspect numéro 1, il le savait déjà depuis un certain nombre de mois, mais en même temps, cette conviction quand même chevillée au corps que tout cela ne va pas durer très longtemps et que le cauchemar va bientôt se terminer. Il se passe quelque chose dans ce dossier qui est quand même assez dérangeant, c'est qu'on essaye d'analyser le comportement de Cédric Jubillard pour essayer de voir s'il colle avec ce qui lui est reproché. On vient faire une analyse du comportement de Cédric Jubillard qui ne serait pas le comportement du mari idéal lorsque son épouse disparaît. Cédric Jubillard, il est ce qu'il est. Il a parfois des comportements qui peuvent être du registre un peu de l'absurde, c'est-à-dire que quand il voit qu'il est le suspect numéro 1, parce qu'il n'est pas idiot, il sait très bien les premières
semaines et les premiers mois qu'il est le suspect numéro 1. Il va en jouer, il va être dans l'exagération, il va répondre à l'absurde par de l'absurde. C'est un personnage qui n'a rien de très compliqué, qui n'a rien de très tordu. Et la première impression que j'ai pu avoir lors de ce premier parloir est une impression qui a duré dans le temps et qui existe toujours. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très compliqué, qui est très terre-à-terre et qui parfois peut avoir un peu des comportements qui sont observés à la loupe, des comportements de provocation, des comportements un peu absurdes et qui sont immédiatement regardés par le prisme d'une culpabilité, là où à mon avis il n'y a pas grand-chose à chercher derrière. Pour obtenir des aveux, les gendarmes organisent une confrontation avec la mère de Cédric. Elle le supplie de dire la vérité. Pour Elia, pour Louis, pour Delphine, pour nous, pour la famille de Delphine, de dire la vérité. Nadine Fabre, la mère de Cédric Jubillard, au micro de France Info. Pour que moi aussi, plus tard, je puisse regarder mes petits-enfants droit dans les yeux et pouvoir leur dire aussi la vérité. Et que j'ai tout fait pour essayer de connaître la vérité. Et la réponse de mon fils, c'est « J'ai rien fait, maman ». Voilà. Et la confrontation s'arrête là. Pendant plus d'1 an, j'ai pas eu de contact avec mon fils, parce que je me l'interdisais, tout simplement. Et puis là, on a repris depuis presque 1 an maintenant. La seule chose que je veux, c'est savoir ce qui s'est passé. Et si c'est bien lui qui l'a fait, mais savoir. C'était l'affaire Jubillard, Cédric, l'arrogance coupable. Un récit adapté d'une enquête de Margot Dademar et Esther Paolini. Dans cette série de podcasts, Le Figaro vous plonge dans les mystères d'une des affaires les plus énigmatiques de ces dernières années. Prochain épisode, les derniers secrets de l'affaire Jubillard. Réalisation, Astrid Landon. Narration, Margot Dademar. Production, Salomé Boulet et Lila Fadel. Prise de son, Louis Chabin. Coordination, Aude Cérès. Vous pouvez retrouver les récits du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.